Bonjour et bon réveil. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer à la une de l'actualité ce matin. La crise des migrants qui ne faiblit pas. Ce matin, ce sont les voies de l'Eurostar qui sont largement perturbées. 6 trains immobilisés cette nuit sous la Manche après l'intrusion de migrants sur les voies du tunnel. Des centaines de passagers sont toujours bloqués à la gare de Calais ce matin. De son côté, la gare de Budapest a pu rouvrir mais reste toujours interdite d'accès aux migrants. Après avoir été évacué hier, le trafic vers l'Allemagne et l'Autriche reste suspendu. Et on s'arrête un instant ce matin sur cette route des Balkans. On tente de comprendre pourquoi le nombre de migrants arrivés dans les pays de l'Est explose ces derniers jours et surtout, quelle est cette trajectoire migratoire. Au Proche-Orient, Mahmoud Abbas en pleine manœuvre politique. Il annonce sa démission à la tête de l'OLP alors que les rumeurs sur son retrait de la vie politique se poursuivent. Décryptage dans un instant. Et puis ce chiffre jamais atteint, 1 Français sur 2. Et sur Facebook, le réseau social a franchi le cap des 30 millions d'utilisateurs actifs, du jamais vu dans le pays. Enfin, si vous êtes une femme et travaillez dans une entreprise où les hommes sont majoritaires, eh bien vous prenez des risques pour votre santé. La présence de trop d'hommes engendre du stress. C'est la conclusion d'une étude américaine. Le détail en fin d'édition. Bienvenue à tous. Après le chaos hier dans la gare de Budapest, large perturbation ce matin dans la gare de Calais. Cette fois, les voies de l'Eurostar sont largement perturbées en cause. 6 trains immobilisés cette nuit sous la Manche après l'intrusion de centaines de migrants sur les voies du tunnel. Des centaines de passagers sont toujours bloqués à la gare de Calais ce matin. Et hier, je vous le disais, c'est donc la Hongrie qui a décidé d'évacuer la gare internationale de Budapest et de suspendre le trafic. Depuis plusieurs jours, des milliers de migrants tentent de gagner l'Autriche et l'Allemagne depuis cette gare. Un développement qui pourrait remettre en question la libre circulation à l'intérieur de l'Europe. Julia Ganancia. D'un côté, un migrant syrien. De l'autre, un policier hongrois. Le face-à-face ne dure que quelques secondes, mais la tension est palpable. L'évacuation de la principale gare de Budapest intervient alors que quelques 500 migrants essayent, dans le chaos, de monter à bord du dernier train qui devait partir pour l'Allemagne. Dites-nous quelle est la solution. Dites-nous quelle est la solution. N'importe qui pourrait se retrouver dans notre situation. N'importe qui pourrait être à notre place. S'il vous plaît, trouvez-nous une solution. Je n'ai plus la force de parler. La veille, les autorités hongroises avaient fini par autoriser les candidats à l'exil à quitter la gare. Conséquence, l'Allemagne a accueilli 2200 demandeurs d'asile entre lundi matin et mardi matin en Bavière. La semaine dernière, Berlin a assoupli les conditions d'octroi du statut de réfugié aux Syriens fuyant leur pays. Nous essayons de fournir un accueil humanitaire et humain aux réfugiés. La police et les pompiers s'assurent de la distribution d'eau et de nourriture. Nous essayons aussi d'organiser des moyens de transport pour eux et cela fonctionne. Plusieurs responsables occidentaux ont récemment critiqué les pays de l'Est, membres de l'Union européenne, pour leur peu d'empressement à participer à l'accueil de migrants. En pointe sur le dossier de la crise ces derniers temps, Angela Merkel a appelé une nouvelle fois à la mise en place de quotas d'accueil par pays européen pour les migrants qui arrivent en Europe, une idée rejetée par de nombreux États. L'Allemagne s'attend à recevoir 800 000 demandes d'asile cette année, 4 fois plus qu'en 2014. En ce qui concerne l'arrivée de réfugiés syriens, honnêtement, je ne vois pas en quoi l'Allemagne serait responsable. Il a été dit que ceux d'entre eux qui arriveraient en Allemagne auraient plus de chances de recevoir l'asile ou le statut de réfugié de guerre civile. Étant donné la situation en Syrie, ça ne devrait pas être une surprise et il devrait en être de même dans les autres pays de l'Union européenne. Il est évident que nous respectons les lois en vigueur, en dépit du fait que nous voyons tous les jours que les lois en vigueur ne sont pas respectées. Le continent européen connaît son plus grand mouvement migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale avec l'afflux de populations fuyant la guerre, les persécutions et la pauvreté au Moyen-Orient et en Afrique. Mais les 28 membres de l'Union européenne restent divisés face à l'escalade de la crise. La prochaine réunion d'urgence aura lieu le 14 septembre.
Voilà, des pays divisés et un nouveau sommet, donc le 14 septembre. Mais quelle peut être la solution réaliste et viable pour l'Europe dans cette crise? Élément de réponse avec Patrick Weil, directeur de recherche au CNRS. La solution, elle est aussi politique. Et c'est pour ça que depuis le mois d'avril, je dis qu'il faut réunir une conférence internationale au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a pas que l'Europe qui est concernée par ce qui se passe. Il y a d'abord les pays qui ont contribué au désordre dans la région, notamment les États-Unis avec leur intervention en Irak et les alliés des États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Australie. Et puis il y a la Turquie. Vous savez que la Turquie vient de supprimer le droit de travail des 2 millions de réfugiés qu'ils ont, ce qui contribue à les faire venir vers l'Europe. Il y a la Russie qui est impliquée en Syrie. Donc vous voyez le règlement de ce qu'il se passe. La possibilité pour ces gens de rentrer chez eux ne dépend pas seulement de l'Europe. Voilà un problème à échelle mondiale pour Patrick Weil, directeur de recherche au CNRS. On va s'arrêter à présent sur l'itinéraire qu'empruntent ces migrants. On l'a vu ces derniers jours, les pays de l'Est sont tout à fait inondés par ces flux migratoires. Mathias, pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant? Tout simplement, alors Patrick Weil disait que l'Europe doit faire face à cet afflux de migrants. Eh bien tout simplement parce que la Jordanie et le Liban n'en veulent plus de ces demandes d'asile en provenance notamment de Syrie et d'Irak. Il y a plusieurs millions, ces pays sont saturés et donc ces migrants qui ne disposent d'aucune infrastructure au Proche-Orient décident d'aller en Europe. Ils ont inondé les côtes européennes, qu'elles soient italiennes ou grecques, et donc du sud de l'Europe. Exact. Et donc, il faut trouver une autre porte d'entrée vers l'Europe. On va le voir à travers les cartes. On a vu ces images de migrants à terre. On va essayer de comprendre ces images via carte. Eh bien, tout simplement, on va voir qu'ils viennent par voie terrestre depuis la Turquie. Ces flèches-là sont symptomatiques. Ça vient d'Algérie, du Maroc et de Libye pour le Maghreb et l'Afrique. Et de l'autre côté, eh bien, on voit bien qu'ils partent du Caire en bateau, qu'ils arrivent en Italie, mais également, et c'est là la nouveauté, et c'est vous voyez ce rond rose en haut de la carte vers la Turquie, ils rentrent par voie terrestre et traversent tous les pays du sud de l'Europe de l'Est pour arriver en Allemagne. Et c'est là le cœur du problème, parce qu'on passe des pays notamment comme la Hongrie, et on voit toute la difficulté des pays de l'Europe de l'Est qui sont déjà dans une situation économique et politique catastrophique, qui doivent faire face à une situation financière de crise en Europe. Et en attendant, l'Allemagne aussi, il faut dire ce qui est, les met dans l'embarras parce qu'en allégeant de manière drastique les conditions d'entrée de ces migrants-là, eh bien, oblige ces migrants à passer vers ces pays comme la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et se diriger vers en Allemagne. Alors, quelles conséquences va avoir pour l'Europe un tel afflux? Est-ce qu'on peut parler d'un déséquilibre du continent européen? C'est exactement ce que je décrivais à l'instant. Ces petits pays-là, alors l'Italie et l'Espagne ont essayé, en tout cas dans le passé, ces derniers mois, ont essayé de fermer, de bloquer leurs frontières, mais on le voit bien, ce n'est pas possible parce qu'il y a un afflux toujours aussi régulier. Il y a des débordements en Grèce notamment, où on a vu ces scènes ahurissantes de migrants qui se font attaquer à leur arrivée par... Alors, on a accusé à un moment les sympathisants de l'extrême droite, ce n'en était pas, parce que ce sont tout simplement des gens qui n'ont plus à manger, parce qu'eux-mêmes se retrouvent dans une situation de crise économique, qui attaquent les migrants. Et de l'autre côté, on se retrouve exactement, on l'a vu dans cette carte, avec la situation similaire, non pas par voie maritime, mais par voie terrestre, où des gens qui se retrouvent en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie, n'ont pas eux-mêmes assez d'argent et se disent finalement presque, et ça cristallise une situation presque, et j'ose le mot, fasciste, presque raciste, presque xénophobe, à l'égard de ces gens qui eux-mêmes ont besoin de retrouver un nouveau domicile. Et donc, ça crée un déséquilibre politique, économique, et surtout, on pourrait voir un déséquilibre nationaliste. Voilà, et les solutions restent difficiles à trouver. On le rappelle, réunion d'urgence de l'Europe le 14 septembre prochain. Merci beaucoup, Mathias Inbar. En France, c'est le scandale du jour, du travail au noir pour le compte de l'État et plus particulièrement au ministère de la Justice. Un rapport remis au gouvernement révèle que le ministère emploie 40 000 personnes sans les déclarer. C'est le Canard enchaîné qui le révèle ce matin. Myriam Aman. Le rapport des inspections générales des finances, des services judiciaires et des affaires sociales est sans appel.
L'État français emploie près de 48 000 personnes au noir et plus de 40 000 d'entre elles travaillent pour le ministère de la Justice. Le rapport obtenu par plusieurs médias révèle ainsi qu'il s'agit des collaborateurs occasionnels. Ils sont experts, interprètes, médiateurs. Ils sont nombreux à intervenir quotidiennement au sein des instances de justice et sont considérés comme des prestataires rémunérés à l'heure. Mais à la fin du mois, ils n'ont pas de fiche de paye, pas de facture, pas ou peu de couverture sociale. Certains sont même payés de la main à la main. Ce recours au travail au noir n'a rien de nouveau et serait même une pratique vieille de 15 ans. Le rapport, qui date de 2014, préconise de régulariser au plus vite la situation. Le ministère de la Justice assure mardi, selon le porte-parole du ministère, Christiane Taubira, a la volonté d'agir et de s'emparer du sujet. Un décret serait prévu pour début 2016 afin de clarifier le statut de tous les collaborateurs occasionnels et les cotisations sociales seraient versées alors progressivement. Mais cette régularisation risque de coûter cher, très cher selon le rapport. Près d'1 demi-milliard d'euros devraient être déboursés. 3 morts et une centaine de blessés. Le bilan des affrontements devant le Parlement ukrainien continue de s'alourdir. Ce sont des policiers qui ont été victimes de militants nationalistes ukrainiens. Et pourtant, vous allez le voir, dans l'est du pays, eh bien, le cessez-le-feu n'a pas volé en éclats malgré ces violences dans la capitale. Chloé Demoulin. Le bilan s'alourdit à Kiev. Un 3e policier a succombé à ses blessures ce mardi. Plus de 100 personnes sont toujours hospitalisées suite aux émeutes sanglantes et surtout à l'explosion d'une grenade lundi devant le Parlement. Face à la gravité des faits, les autorités ukrainiennes sont sur le pont. Devant le Parlement ou au chevet des victimes, Petro Poroshenko s'est rendu sur le terrain en personne. Pour le président ukrainien, c'est la fermeté qui s'impose. Nous avons déjà trouvé les responsables. 18 bandits ont été arrêtés et ils seront reconnus coupables de leurs actes. J'y veillerai personnellement. Une cinquantaine de témoins ont été interrogés et plusieurs personnes mises en examen, dont le chef d'un parti nationaliste soupçonné d'avoir lancé la grenade devant le Parlement. Au cœur de ces violences, l'adoption d'un projet de loi destiné à accorder plus d'autonomie à l'Est séparatiste. Une mesure encore justifiée ce mardi par le président Poroshenko. Nous voulons montrer au monde entier et à l'ensemble de la coalition pro-ukrainienne que l'Ukraine est responsable et respecte toutes les obligations imposées par l'accord signé en février à Minsk. A l'inverse, la Russie ne fait rien. Voilà pourquoi le constat sera absolument clair pour le monde entier. Avec cette mesure, les Européens espèrent apaiser le conflit armé qui fait rage depuis des mois avec les rebelles séparatistes. Fait marquant, au moment où le torchon brûle à Kiev autour de cette loi, le calme semble plutôt régner dans l'est du pays. En Thaïlande, dans une enquête qui reste toujours opaque, arrestation d'un 2e suspect qualifié de majeur dans l'attentat de Bangkok. Il s'agit d'un ressortissant étranger qui apparaît sur les images de vidéosurveillance juste avant l'explosion du 17 août dernier. Léa Berdugo. Ces photos ont été diffusées mardi par la police thaïlandaise. Elles montrent un suspect interpellé par les autorités, le visage en partie dissimulé par une casquette et des lunettes de soleil. Cet étranger aurait été arrêté à la frontière avec le Cambodge. Il est qualifié de suspect de premier plan par la police. Il pourrait être le poseur de bombes. L'homme serait un élément essentiel du réseau responsable de l'attaque. D'après l'enquête, nous pouvons confirmer que cet homme appartient au même réseau que les précédents suspects impliqués dans les 2 explosions à Bangkok. Nous en sommes à peu près certains. Un témoin qui a vu son visage avant et après l'explosion va l'identifier. Nous avons également des preuves scientifiques pour l'identifier. La police avait publié un portrait robot du poseur de bombes présumé, réalisé à partir d'images de vidéosurveillance. Il ne permet pas d'identification précise. Le suspect en t-shirt jaune portant également de grosses lunettes à monture noire. Lundi, les autorités militaires avaient déjà annoncé rechercher 2 nouveaux suspects, un étranger et une Thaïlandaise. La femme, âgée de 26 ans, s'est dite étrangère à cette affaire. Samedi, un premier suspect a été interpellé à Bangkok. Il voyageait avec un passeport turc qui n'a pas été identifié. Le porte-parole de la junte militaire avait précisé que l'interrogatoire avait été très bénéfique. Il était en possession de dizaines de faux passeports. Le 17 août dernier, un attentat avait visé un sanctuaire hindouiste très fréquenté par les touristes chinois. Bilan, 20 morts et plus de 120 blessés. Plus de 2 semaines après, l'attentat n'a toujours pas été revendiqué.
Direction le Proche-Orient où le président palestinien Mahmoud Abbas est en pleine manœuvre politique. Il annonce sa démission à la tête de l'OLP alors que les rumeurs sur son retrait de la vie politique se poursuivent. On en parle avec vous, Ali Waquet, bonjour. Bonjour. Spécialiste du monde arabe, merci d'être avec nous. Est-ce que cette annonce de démission à la tête de l'OLP est un coup de bluff ? Ce n'est pas un coup de bluff, mais c'est non plus dramatique comme on essaye de la présenter. Vous savez, Barbara, depuis une dizaine d'années, Mahmoud Abbas a menacé à plusieurs reprises de menacer de son poste. Il y avait deux éléments. Un, la communauté internationale qui n'a pas vu qui peut être l'héritier et le remplaçant de Mahmoud Abbas. Et deux, le fait que le Fatah, son parti, savait que le départ de Mahmoud Abbas signifie le début de la fin de ce mouvement qui a été le premier à commencer la lutte ou la révolution palestinienne à la fin des années 50, début des années 60. Alors quel est le but de cette manœuvre? Pourquoi il annonce comme ça successivement des démissions? On l'a entendu même peut-être penser à démissionner de son poste de président de l'autorité palestinienne. Pour le moment, on ne parle pas de la présidence de l'autorité palestinienne et la preuve c'est que Mahmoud Abbas refuse d'instaurer, d'établir le poste de vice-président. Donc on est loin encore de parler de la présidence de l'autorité palestinienne. Ce qui s'est passé, Barbara, en 2004 quand Mahmoud Abbas avec certains dirigeants du Fatah, avec la complicité de la communauté internationale, ont imposé à Yasser Arafat de faire passer le poids de l'OLP vers la présidence de l'autorité palestinienne. Du temps, il était encore Premier ministre et pas président de l'autorité palestinienne. Donc aujourd'hui, l'OLP n'a pas le poids qu'il avait avant Mahmoud Abbas. Et donc, menacer de quitter l'OLP, ce n'est pas aussi dramatique comme si c'était le cas, le cas de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, il est fatigué d'un côté. Deux, il voit qu'il n'y a pas d'horizon politique face à Israël, il n'y a pas d'horizon politique en ce qui concerne la réconciliation palestinienne et il aimerait se reposer. C'est la vérité, mais il n'a pas le choix parce qu'il dépend, et il y a certains alliés au sein du Fatah qui dépendent de lui et qui ne veulent pas voir Mahmoud Abbas partir parce qu'ils savent très bien que le départ de Mahmoud Abbas signifie le retour de son rival Mohamed Khalan au sein du Fatah qui représente une nouvelle génération et deux, signifie un vacuum, un vide qui peut être utilisé par le Hamas et c'est ce que ne veut pas pour le moment Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas vit dans une... Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'élections organisées depuis plusieurs années dans les territoires palestiniens. Techniquement, on ne peut pas avoir des élections tant que Gaza et la Cisjordanie sont séparés. Et le Hamas, en aucune situation, à moins qu'on lui presque garantit sa victoire dans les élections, il ne va pas permettre des élections à la bande de Gaza. On va finir là-dessus. Est-ce qu'il est encore populaire, Mahmoud Abbas? Comment le voient les Palestiniens? Non, Mahmoud Abbas, malheureusement pour lui, pour le Fatah, il est loin d'être populaire. Mahmoud Abbas, il est considéré comme le grand complice d'Israël, celui qui mène la coordination sécuritaire, sans recevoir rien en contrepartie et que la situation des Palestiniens reste telle qu'elle. Merci beaucoup, Ali Waquet. Et on reste dans les territoires palestiniens. Direction à présent la ville de Jenin, où je vous le disais hier, une opération de l'armée israélienne a mal tourné. Alors qui étaient les deux chefs locaux recherchés? Explication, Maxime Perez. L'armée israélienne voulait marquer le coup. Lundi soir à Jenin, elle a réduit à un amas de ruines les maisons des deux chefs islamistes que ses soldats étaient venus arrêter. Si Bassem Saadi, numéro 1 du djihad islamique en Cisjordanie, a échappé aux forces de sécurité israéliennes, plusieurs membres de la famille Alidja ont été arrêtés. Il s'agit d'un clan proche du Hamas. Jamal Abou Alidja est actuellement emprisonné en Israël. Il avait été condamné pour son implication dans au moins 6 attentats, dont celui de la pizzeria Sbarro à Jérusalem, 15 morts en pleine seconde intifada. Son fils, Hamza Abou Alidja, a lui été tué par les troupes de Tsahal à Jenin l'an dernier. Il était soupçonné de préparer une attaque sur le territoire israélien. La ville de Jenin est aujourd'hui considérée comme un bastion du Hamas et du djihad islamique en Cisjordanie. En plus d'infrastructures terroristes, cette localité palestinienne abriterait des armes et des munitions en grand nombre. Comme si Jenin se préparait à une insurrection. L'armée israélienne y opère sporadiquement dans le cadre d'arrestations préventives visant à démanteler des cellules dormantes ou actives. De véritables opérations de guérilla urbaine dans une zone qui englobe plusieurs camps de réfugiés. Le piège est permanent, les accrochages armés, presque une normalité. En avril 2002, au plus fort de l'opération Rempart en Cisjordanie, la bataille de Jenin avait particulièrement été meurtrière pour l'armée israélienne. La ville avait alors été baptisée la pépinière des kamikazes. En 8 jours de combat, 23 soldats israéliens y avaient trouvé la mort.
et une soixantaine d'autres avaient été blessés. Ali, un mot de cette opération qui a mal tourné hier à Jenin. Oui, à mon avis, il faut faire attention à deux éléments. Un, le premier, c'est qu'il s'agit d'un camp de réfugiés. Et le camp de réfugiés de Jenin, comme vous l'avez dit dans votre reportage, il est très symbolique pour les Palestiniens. Oui. Deux, il y avait l'utilisation des armes pendant cette confrontation nocturne à Jenin. Et trois, le fait que hier, un officier au sein de l'autorité palestinienne a été arrêté près de Naples quand il avait dans sa voiture des armes et de l'argent. Donc il y a ici un cocktail qui signifie, un, retour à l'utilisation des armes en Cisjordanie, deux, peut-être une coordination entre des éléments au sein de l'autorité palestinienne et des organisations comme le djihad islamique et le Hamas. Et ça peut être un cocktail très explosif. Pour le moment, Mahmoud Abbas ne veut pas laisser ce cocktail exploser. Mais si jamais ce vide présidentiel, ce vide de direction continue et de l'autre côté, les horizons entre Israël et le Hamas restent bloqués, je crains que ce cocktail se traduira en des opérations. D'ailleurs, l'armée israélienne a dit que le but de l'opération à Jenin était d'éviter une opération que le Hamas et le djihad islamique planifié dès le camp de réfugiés. Merci beaucoup, Ali. Des poissons pour stopper les terroristes. C'est le projet qu'est en train de mettre en place l'Égypte. C'est très sérieux. Cyril, vous nous en dites plus. Ah oui, et quand les rougets, les crevettes se mettent au service de la lutte antiterroriste, Barbara, ça donne ça depuis plusieurs jours déjà. Les bulldozers que vous allez voir sur ces images sont à pied d'œuvre le long de la frontière qui sépare la péninsule du Sinaï de la bande de Gaza. Leur objectif, c'est de creuser dans la terre pour construire 18 bassins de pisciculture le long des 14 km de frontière qui séparent l'Égypte de l'enclave palestinienne. Alors, l'information peut faire sourire, mais elle est moins anodine qu'il n'y paraît. On n'a pas l'habitude de faire des rubriques agricoles ici dans le Morning, mais le projet vise en réalité à inonder la frontière entre la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï, et donc à rendre impossible la construction de tunnels de contrebande, ces mêmes tunnels souterrains du Hamas, tolérés sous le règne du président Morsi, mais depuis qu'Al-Sisi est au pouvoir, eh bien, le président égyptien a déclaré une guerre sans merci dès son accession au pouvoir contre ces tunnels de contrebande. L'Égypte, qui, on le sait, soupçonne le Hamas de prêter main forte aux djihadistes du Sinaï, aux auteurs des multiples attentats qui ont coûté la vie à plusieurs centaines de soldats et de policiers égyptiens. En novembre de l'année dernière, souvenez-vous, après l'attaque sanglante qui avait coûté la vie à 33 soldats égyptiens, eh bien, l'Égypte avait établi une zone tampon le long de la frontière en rasant, pour ainsi dire, la ville de Rafah, côté palestinien, au sud de la bande de Gaza. 2000 habitations, on le voit sur ces images, avaient été détruites, des milliers de Gazaouis déplacés. En tout, c'est plus de 1600 tunnels qui ont été détruits par l'armée égyptienne. Donc, quand on parle de blocus israélien, il faut également rappeler le blocus égyptien de l'autre côté de la frontière, qui est très, très, très sévère, notamment depuis qu'Abdel Fattah el-Sisi est au pouvoir. Voilà, désormais des poissons pour stopper ces tunnels, pour les détruire, Ali. Barbara, on avait tendance ici en Israël à sous-estimer ce que fait l'armée égyptienne pour essayer d'éviter cette industrie du Hamas. Mais pour la première fois quand on parle avec des sources du Hamas, ils admettent qu'ils ont du mal à reproduire les missiles et les roquettes dû à cette opération de l'armée égyptienne qui ne peuvent pas filtrer du plan à la bande de Gaza. Merci beaucoup à tous les deux. Au Liban, la crise des ordures continue de s'intensifier. Les manifestants ont investi hier le ministère de l'Environnement à Beyrouth pour réclamer la démission du ministre. Les forces de police sont ensuite intervenues pour les déloger sans ménagement. Je suis ici pour demander la démission du gouvernement d'un ministre qui a négligé ses responsabilités. Car nous ne pouvons plus supporter la crise des ordures ici au Liban. Il y a des désastres environnementaux tous les jours. Il doit assumer sa part de responsabilité, mais puisqu'il ne le peut pas, qu'il démissionne pour donner à quelqu'un d'autre sa chance de résoudre la crise. Nous sommes ici, nous avons repris le ministère des mains des gens corrompus qui l'occupaient et nous ne partirons pas tant que le ministre n'aura pas donné sa démission. Il n'a pas réussi à trouver de solution pour la crise des ordures qui dure depuis déjà 2 mois et demi et maintenant il nous appelle pour négocier. Il ne fera ni magie ni miracle. En tant que ministre de l'Environnement, cet homme n'a pas réussi à résoudre la crise des ordures. Il est temps qu'il assume ses responsabilités et démissionne. Dans n'importe quel autre pays au monde, le ministre aurait déjà démissionné. Allez, avant de se quitter pour un nouveau point sur l'actu, on va finir par quelques images de la rentrée des classes. C'était hier en France, une rentrée perturbée par les orages souvent violents dans le sud-ouest notamment, mais une rentrée plutôt paisible sur le plan social puisque le gouvernement avait promis de ne laisser aucun poste vacant durant cette rentrée 2015. État des lieux signé Julia Ganantia.
les vacances, il faut bien reprendre le chemin de l'école. Pour 12 millions d'élèves, c'est un peu l'angoisse pour les petits comme chez les plus grands et même parfois chez les parents. Il y a des parents, oui, qu'il faut un peu pousser vers la sortie, qu'il faut beaucoup rassurer. Et puis il y a des enfants, voilà, faut prendre son temps, il faut de la patience, parce que ça ne se règle pas en une journée, c'est la semaine des fois. Cette année, quelques nouveautés attendent élèves et enseignants, mais pas de révolution. Du CP à la terminale, les élèves vont découvrir les nouveaux programmes d'enseignement moral et civique. 1 heure par semaine en école élémentaire et 1 heure tous les 15 jours dans le secondaire. Objectif, faire la part belle au débat et à l'argumentation. Je pensais que c'était quelque chose qui manquait au niveau de l'école. Et le fait qu'on mette l'accent sur ce sujet, avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne initiative. En matière de rythme scolaire, la situation s'est apaisée dans de nombreuses villes. Mais 18% des communes n'ont toujours pas signé de projet éducatif territorial, condition sine qua non pour avoir droit au fonds de l'État pour financer les activités périscolaires. À Lyon, tout est fin prêt. Nous sommes dans la 2e année des rythmes scolaires. L'an dernier, on était un peu quand même dans l'improvisation. Cette année, on a eu 1 année pour rôder ce que nous proposions aux élèves et j'espère que ce sera de qualité. Les établissements français accueillent cette année plus d'élèves qu'en 2014, 2 200 000 lycéens, soit 40 000 de plus, et 6 800 000 écoliers. Seul le collège voit ses effectifs reculer d'environ 27 000 à 3 300 000. Voilà, restez avec nous à suivre dans le Morning. Vladimir Poutine prend soin de son corps et il le fait savoir. Le Kremlin a diffusé les images étonnantes d'une séance de sport du dirigeant russe et de son premier ministre, Dmitri Medvedev. Alors, coup de com' réussi ou au contraire plutôt ridicule? Réponse juste après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil. Ce sera dans 2 petites minutes. Restez avec nous. On est de retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Il faudra peut-être s'y faire. Désormais, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, ce sont les États-Unis qui sont à l'initiative. Barack Obama est le premier président américain à poser le pied au nord du cercle polaire. 3 jours de visite en Alaska, où la montée des eaux est spectaculaire depuis quelques années. Anthony Lesme. Barack Obama n'a pas eu de mots assez forts pour décrire l'urgence de la situation. Dans un discours prononcé au nord de l'Alaska lundi soir, le président américain s'alarmait des bouleversements liés au changement climatique. Si rien n'est fait pour diminuer les émissions de CO2, la planète pourrait se réchauffer entre 7 et 12 degrés d'ici la fin du siècle. Il presse les nations à prendre les décisions qui s'imposent à seulement quelques mois du sommet du climat à Paris. Nous n'avançons pas assez vite. Je suis venu ici aujourd'hui en tant que leader de la plus grande économie du monde et le second plus grand émetteur pour dire que nous, les États-Unis, reconnaissons que c'est notre rôle en tant que créateurs de ce problème et nous acceptons notre responsabilité pour aider à le résoudre. Le réchauffement climatique touche en premier lieu l'Arctique. La fonte des glaces provoque la montée des eaux et la migration de certaines villes ou villages. Barack Obama ira à la rencontre de ces Américains du bout du monde, des images destinées à frapper les consciences sur l'avenir de la planète. Pensez à ça. Si un pays menaçait de détruire une ville américaine, on ferait tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les nôtres. Le changement climatique pose les mêmes menaces, tout de suite, dans l'immédiat. Les écologistes dénoncent un double langage. Si d'un côté Obama milite pour plus d'écologie, il a autorisé le pétrolier Shell à forer dans les mers du Nord. Une décision prise selon lui par son prédécesseur George Bush Jr., mais dénoncée par Greenpeace. L'organisation avait alors essayé d'empêcher la sortie de la plateforme du port de Seattle. On n'a déjà pas réussi à nettoyer le pétrole dans le golfe du Mexique. Comment voulez-vous qu'on y arrive dans l'océan Arctique? Il n'y a pas de pire endroit pour un accident. Les conditions climatiques et la difficulté des voies navigables mettent en danger toute exploitation. Reste que l'Arctique est l'objet de toutes les convoitises. La fonte des glaces offre la cruelle opportunité d'exploiter davantage de ressources. La zone abriterait 30% des ressources mondiales non découvertes de gaz et 13% des ressources en pétrole. Une martingale, revendiquée notamment par la Russie, les États-Unis et la Chine. De nouvelles routes maritimes sont elles aussi dégagées, multipliant les opportunités de commerce.
Vous avez non seulement les emplois ici dans le secteur maritime, et que ça vous plaise ou non, le développement de notre économie tout entière dépend encore des énergies fossiles. À moins de 100 jours du sommet de Paris, les chancelleries s'agitent pour un rendez-vous avec l'histoire. En 2009, c'était l'échec de Copenhague. Depuis, la situation a nettement empiré. 2014 fut l'année la plus chaude jamais recensée. Allez, on en vient à ce changement de look pour Google. Le géant américain a annoncé le changement de son logo. Regardez, l'entreprise sera toujours représentée par 6 lettres multicolores, mais le design est désormais beaucoup plus rond. Cette modification intervient presque un mois après l'annonce d'une réorganisation géante de sa structure. Google est désormais consacré aux produits web comme YouTube, Gmail ou Android. Et dans ce contexte, à souligner ce chiffre, 1 Français sur 2 est désormais sur Facebook. Le réseau social a franchi le cap des 30 millions d'utilisateurs actifs, ceux qui postent, ceux qui like, c'est ça, un utilisateur actif, oui, Julien. Alors c'est dit jamais vu en France, on en parle avec vous ce matin. Oui, l'annonce était faite le 1er septembre sur le compte Facebook de Laurent Soli, qui est le directeur général de Facebook en France, donc 30 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est ça surtout la vraie définition, c'est que chaque mois ils se connectent et ils ont des activités. En fait, ce qui est important de noter, regardez, c'est le message qu'il a posté Laurent Soli sur sa page Facebook, sur son compte Facebook, 30 millions avec tous ces petits points connectés. Il a oublié les dom-toms. On lui pardonnera, mais il ne faut pas oublier tout de même les dom-toms quand on parle de la France, ils sont comptés également dans les 30 millions. En fait, ce qui est intéressant de noter, c'est surtout la progression dans l'utilisation de Facebook sur les téléphones portables. Pourquoi ? Parce que Facebook a pris beaucoup de retard dans les premières années, il s'est lancé que très tardivement dans le développement mobile. Or, aujourd'hui, on note 24 millions de Français qui utilisent Facebook à partir de leur téléphone portable. 24 millions, c'est énorme. Ils étaient 21 millions en novembre 2014, donc notez la progression en un peu plus d'un an et demi. Voilà, donc on utilise Facebook majoritairement sur notre mobile. Il faut souligner également que la croissance de Facebook, de manière assez surprenante, se ralentit, mais continue de battre des records. C'est le cas en France, mais un peu partout dans le monde. Oui, parce qu'à peine quelques jours avant que la France annonce donc ses 30 millions d'utilisateurs actifs, pour la première fois, il y a eu 1 milliard de personnes qui se sont connectées dans la même journée sur Facebook. Donc là, on parle de 1 milliard d'actifs en une journée, pas en un mois, c'est en une journée, donc c'est un record, voilà, absolument. Énorme. Ils ont annoncé, donc en fait, en une journée, une personne sur 7 dans le monde, sur Terre, s'est connectée dans la même journée. Exactement, s'est connectée sur Facebook. Et il faut noter qu'en fait, actuellement, le réseau social revendique 1,49 milliard de membres, c'est le nombre d'inscrits, mais là il y a eu 1 milliard dans une seule et même journée qui se sont connectés. Parmi eux, jusqu'à présent, le record précédent c'était 968 millions d'utilisateurs quotidiens, donc on comprend le record actuel. Et si on regarde le premier trimestre 2015, on va voir la progression des connexions un peu partout dans le monde. Donc Asie 6,7%, Afrique 6,5%, Amérique du Nord 2,5% et Europe 3,7%. Donc voilà pour la progression sur le premier trimestre 2015, une progression qui continue. En réalité, si on regarde bien ces chiffres, pourquoi est-ce que les États-Unis c'est plus faible que l'Asie? Tout simplement parce que les États-Unis, Facebook est né là-bas, donc il y a moins de marge de manœuvre pour de nouveaux inscrits. En Asie, ça continue de progresser plus rapidement, c'est tout simplement logique. Merci beaucoup, Julien. Une affaire à présent qui suscite une nouvelle fois l'émoi et l'horreur en Inde. Dans un village, le conseil des habitants a condamné 2 sœurs à être violées pour les punir d'un crime commis par leur frère. Explication, Océane Nicole. C'est Amnesty International qui a porté l'affaire sous les projecteurs des médias. Un scénario choquant. Dans le nord de l'Inde, 2 sœurs âgées de 23 et 15 ans ont été condamnées par le conseil de leur village à être violées et exposées nues en public, leur visage peint en noir. Leur délit, leur frère s'est enfui avec une femme mariée appartenant à une caste supérieure. Un crime impardonnable selon le conseil appelé Panchaya, qui a décidé du châtiment, un conseil exclusivement masculin et dont aucun membre n'est élu. Le conseil Panchaya n'a fait état d'aucun châtiment, mais puisque la question implique 2 côtés, les mesures de sécurité ont été prises pour empêcher tout incident. Le Premier ministre a donné l'ordre de fournir une sécurité pour la famille. Amnesty a lancé une pétition qui a recueilli plusieurs milliers de signatures. L'ONG demande également l'ouverture d'une enquête pour que les faits soient éclaircis.
Le jugement de ses sœurs secoue l'opinion internationale. Les problèmes d'honneur liés aux castes sont récurrents en Inde. Les 2 sœurs condamnées se sont enfuies de leur village pour tenter d'échapper à la sentence. L'une d'elles a saisi la Cour suprême pour demander la protection de sa famille par les autorités indiennes. Ils nous ont menacés en disant qu'ils réclameront honneur pour honneur. Ce qui a été infligé à notre femme sera fait à la vôtre. Puisque vous avez 2 filles dans votre maison, nous allons violer vos 2 filles aussi. Bien que les conseils de village n'aient aucune valeur juridique, ils conservent cependant une influence importante dans l'Inde rurale. Ce genre d'événement est loin d'être le seul dans le pays. Il y a presque 2 ans, une étudiante de 23 ans avait été violée dans un bus de Delhi par plusieurs hommes. Battue, elle avait succombé à ses blessures 13 jours plus tard. Ce crime avait suscité une émotion mondiale et déclenché des manifestations massives dans tout le pays. Myriam, où en est cette affaire des 2 sœurs condamnées? Alors 2 sœurs qui sont donc aujourd'hui réfugiées à New Delhi et qui ne sortent pas dans leur maison, qui ne profitent pas de protection policière et qui ne sortent aujourd'hui que pour consulter leur avocat. Alors il y a un recours qui a été fait à la Cour suprême. La Cour suprême a demandé à l'État de s'expliquer. Problème, eh bien la police locale affirme ne pas connaître l'affaire, ne pas être au courant de la condamnation ni même de l'existence de ce conseil d'anciens. C'est une véritable loi du silence, loi du déni et pourtant du côté de la famille, la peur continue de monter et de craindre. Donc la famille craint le pire toujours aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que le frère qui est à la source de cette condamnation de ces 2 jeunes filles et qui est aujourd'hui en couple avec une femme d'une caste plus élevée qui s'est échappée d'un mariage forcé, eh bien sera bientôt père, ce qui semble encore aggraver son cas. Alors il y a bien cette pétition d'Amnesty International qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de signatures. On parle aujourd'hui de 130 000 signatures. Reste à savoir ce que dans les faits cette indignation internationale pourra aider. Il pourra sauver ces 2 sœurs. Alors, ce n'est pas la première affaire de ce genre en Inde. Le nouveau Premier ministre avait promis de régler ces tensions entre castes. C'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Et puis, si le Premier ministre Modi aujourd'hui affirme qu'en Inde, tout est rose, oui, on en est exactement encore très loin, tant du point de vue de la situation économique à de sérieuses incertitudes que du point de vue de la situation sociétale. Alors, bien sûr, un problème au niveau du rapport aux femmes avec des viols à répétition. Et puis, avant tout, un problème d'inégalité sociale institutionnalisée par ce problème des castes. Et puis ces meurtres à répétition, cette espèce de justice parallèle, avec notamment ce dimanche encore un intellectuel indien qui a été assassiné. Il avait simplement proclamé son opposition à la superstition et à l'idolâtrie. Le Premier ministre indien qui a donc effectivement encore beaucoup de travail à faire pour effacer ce problème de caste et de justice parallèle en Inde. Merci beaucoup, Myriam Della. Allez, on se penche à présent sur un pays qui prépare sa transition énergétique. En Arabie Saoudite, les projets ambitieux ne manquent pas, comme ce nouveau métro qui est en train de s'offrir Riyad, la capitale. Un coût pharaonique, plus de 20 milliards de dollars. Regardez. 22,5 milliards de dollars, c'est la somme investie par l'Arabie Saoudite pour construire un métro dans sa capitale, Riyad. Un projet d'envergure orchestré par un conglomérat d'entreprises saoudiennes, américaines et allemandes. Siemens a notamment remporté un contrat de 10 milliards de dollars pour designer le projet, construire une partie des aménagements et produire les trains qui seront en opération. Le métro de Riyad est un réseau de transport public qui fonctionne selon les normes internationales. Il contiendra des gares, des voies ferrées, aériennes et souterraines. La longueur du réseau, c'est à peu près 176 km avec 85 stations, dont 4 principales. Peuplée aujourd'hui de 6 millions d'habitants, la capitale saoudienne devrait atteindre les 8 millions dans 10 ans. Le métro a pour but de désengorger un trafic de plus en plus difficile. Pour l'heure, avec les travaux, Riyad est plus embouteillé que jamais. Je pense que tous les citoyens de Riyad sont conscients du grand changement qui s'opère dans leur ville. C'est vrai qu'ils souffrent beaucoup de l'impact des travaux sur la circulation, mais nous essayons de communiquer quotidiennement. Nous sommes très reconnaissants pour leur soutien et leur patience. Nous avons commencé les travaux il y a 22 mois. Je pense que nous avons réalisé 21% de l'ouvrage. C'est pourquoi nous sommes très fiers des progrès que nous avons réalisés jusqu'à maintenant. Les premières lignes devraient être inaugurées en 2019 selon les autorités saoudiennes. Elles pourraient accueillir 400 000 personnes par jour. Si l'objectif du gouvernement est d'améliorer la qualité de vie, l'autre objectif est aussi de moderniser les infrastructures et diversifier l'économie en vue de préparer l'après-pétrole.
Vladimir Poutine prend soin de son corps et il le fait savoir. Le Kremlin a diffusé les images étonnantes d'une séance de sport du dirigeant russe et de son Premier ministre Dmitri Medvedev. Alors, coup de com' réussi, au contraire plutôt ridicule. Betsabé, vous allez nous aider à trancher. Écoutez, la dernière vidéo tendance pour faire du sport à la maison, c'est signé le Kremlin, apparemment dans un cadre tout à fait adapté puisque nous nous trouvons au bord de la mer Noire, non loin de Sotchi, digne d'un coach de fitness en pantalon de jogging, t-shirt moulant, basket blanche. Vladimir Poutine soulève les poids avec agilité. Alors, vu l'entrain de son Premier ministre, Dmitri Medvedev, qui traîne un petit peu plus la patte, regardez, on peut se demander seulement s'il a eu le choix de s'exposer ainsi. Allez, courage, il faut pousser. Mais Poutine, lui, il pourrait presque la vendre en DVD, cette séance de sport. Regardez. Ça marche très bien en musique, et puis comme ça, accessoirement, vous avez la musique dans la tête toute la journée. Barbara. Et puis après, ils sont récompensés, bien sûr, et fort oblige, par une bonne petite grillade. Alors, question, en regardant cette grillade que je me pose, a-t-il tué la bête, Poutine? Non, je me demande parce que le chef du Kremlin, il aime bien se montrer fort, puissant, agile et accessoirement dominateur, comme vous le savez, comme quand il tire sur un tigre en Sibérie. Regardez, c'était en 2009, on se souvient, des journalistes sont menacés par un tigre et ils tirent dessus avec des fléchettes hypodermiques. Comme par hasard, les caméras sont là. Et puis à côté du dirigeant type Rambo, il y a le sportif accompli et multidiscipline. Le voici en mode hockey sur glace, limite patinage artistique aussi. C'était en mai dernier sur la patinoire du Palais des Glaces, Bolchoï, à Sotchi. Et puis vous avez aussi Poutine en mode arts martiaux. Et oui, Vladimir, vous êtes filmé aussi pendant l'échauffement. Mais bon, chacun, il aime bien s'exposer de toute façon. Et puis Poutine aussi, c'est un homme proche de la nature. On le sait, le voici en promenade à cheval en Sibérie. Torse nu, évidemment, c'est nécessaire. Exactement, ou en mode pêche aussi. Toute occasion est bonne pour tomber la chemise. Vous avez remarqué, les filles, Barbara l'a remarqué, en tout cas de toute façon la première. Bon, c'est pas mon genre, hein, Vladimir Poutine, je vous préviens tout de suite. Alors, est-ce que ça marche d'un point de vue de communication, toutes ces mises en scène? Personne n'est vraiment dupe, hein. On appelle ça du camouflage, je crois. Le ralentissement de l'économie russe, la chute de la valeur du rouble, hein, ou encore la crise en Ukraine ont sérieusement entamé sa réputation en Russie comme à l'étranger. Alors le pauvre Poutine, il fait ce qu'il peut pour faire changer aux gens leurs idées. Pas sûr que quelques tractations détendent l'atmosphère. Merci beaucoup. On va rester sur ces images qui vont nous rester dans la tête malheureusement toute la journée. À suivre après un nouveau journal, Waze est devenu l'un des symboles de la réussite israélienne dans le high-tech. Mais il est au cœur d'une polémique. Le logiciel de navigation propose d'éviter les quartiers palestiniens de Jérusalem. Plus d'explications après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Léonore Veil. On est de retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on en vient à cette affaire. 2 journalistes britanniques inculpés pour terrorisme en Turquie. Ils ont été arrêtés, les images qu'ils avaient prises ont été confisquées et ils ont donc été accusés par la justice d'activités terroristes. Ils travaillent pour Vice News, une chaîne d'information sur Internet dont le siège est aux États-Unis. Alors, qui est Vice News? Regardez ces explications et on en parle juste après. Vice News n'a pas 2 ans, mais sa popularité n'est plus à démontrer. Filiale du site Vice disponible en français, anglais et espagnol, Vice News est aujourd'hui suivi par plus d'1,5 million de personnes sur Facebook et autant sur YouTube. La plateforme en ligne est devenue célèbre en postant des reportages sous des angles non couverts par les médias traditionnels. Aux États-Unis auprès d'Obama, au Moyen-Orient avec les combattants kurdes et au Liban avec les manifestants, Vice News se veut partout. La recherche du scoop est mise de côté au profit d'un ton différent des sites d'info. Les réalisateurs des reportages sont jeunes et le public ciblé l'est aussi.
Une sorte donc de plateforme d'infos pour les accros de YouTube et des réseaux sociaux qui préfèrent regarder des vidéos sur Internet à l'école plutôt que d'allumer une chaîne d'infos en rentrant à la maison. Alors Julien, ces 2 journalistes arrêtés en Turquie sont accusés de quoi? Ils sont accusés de chefs d'accusation extrêmement graves puisqu'ils sont accusés de participer à des activités terroristes pour le compte ni plus ni moins de l'organisation État islamique de Daesh. On voit voilà la photo de ces 2 journalistes arrêtés, Philippe Panlebleri et Jake Andrahan. Voilà, on voit les noms à l'écran. Il faut mentionner également que leur interprète irakien a également été arrêté. Les 3 hommes ont été amenés jusqu'à la prison de Diyarbakır, excusez-moi, c'est une ville, non c'est pas facile à dire, c'est une ville à majorité kurde, au nord-est, au sud-est de la Turquie. Ils sont en attente d'un procès. Aucun détail sur leur lien présumé avec Daesh n'a filtré, n'a été publié par le tribunal, mais ils sont tout de même placés en détention. En fait, selon certaines informations, vous l'avez dit tout à l'heure Barbara, la police a arrêté les journalistes après qu'ils aient tourné sans autorisation du gouvernement de filmer dans certaines zones qui sont secouées par des violences entre les forces de sécurité et les rebelles kurdes. Or, on sait que pour le gouvernement turc, les rebelles kurdes, c'est un vrai sujet, peut-être même plus que l'État islamique. Voilà, et ça pose des questions sur la liberté de la presse, Absolument. En tout cas. En Turquie, quelle est la ligne de défense de Vice? Alors, les journalistes ont rejeté totalement les accusations, évidemment, par la voix de leurs avocats. La chaîne a précisé qu'en fait, ils ont bien été arrêtés uniquement parce qu'ils filmaient sans autorisation et qu'ils... Et non pour terrorisme. Et non pour terrorisme, en réalité, et que les accusés de soutenir l'État islamique est complètement surréaliste et loufoque. Un porte-parole de Vice News a estimé que l'accusation était sans fondement, et Amnesty International, vous savez, l'organisation, l'ONG qui soutient les droits de l'homme un peu partout à travers la planète, a appelé à la libération immédiate. Et je vais lire cette citation du porte-parole. C'est un nouvel exemple de la manière dont les autorités turques suppriment les informations qui les embarrassent. Parce qu'on rappelle, c'était dans une zone kurde. Merci beaucoup Julien pour ces explications. Retour en Israël, Waze est devenu l'un des symboles de la réussite israélienne dans le high-tech. Mais il est au cœur d'une polémique. Le logiciel de navigation propose d'éviter les quartiers palestiniens de Jérusalem. La mairie dénonce une partition scandaleuse de la ville. Mathias Inbar, vous avez enquêté sur la question. On va regarder votre reportage et on en parle juste après. Nous sommes sur le mont Scopus, derrière moi la vieille ville de Jérusalem, et nous avons décidé de nous rendre vers la promenade d'Armon HaNativ, un vol d'oiseau à 2,6 km. Voyons donc si l'application Waze fait une différence entre les routes sous contrôle israélien et les routes sous contrôle palestinien. On s'y rend. Une fois dans la voiture, il suffit de cocher la case adéquate pour ne rouler que sur les routes israéliennes selon l'application. Et là, nous devrions logiquement rouler pendant 27 minutes. Aux alentours de midi, au mois d'août, à Jérusalem, le trafic est censé être dense. La preuve en images. Tourner à gauche. Entre les multiples feux rouges interminables, les embouteillages, d'autant que nous empruntons la route numéro 1, l'artère centrale qui relie le sud au nord de la capitale, difficile de se déplacer rapidement. Que ne faut-il pas faire pour respecter les consignes de navigation de Waze pour rejoindre l'autre flanc de colline qui surplombe et entoure Jérusalem? Une fois arrivé sur place, il faut alors se remotiver pour traverser à nouveau la ville et afin de rejoindre le fameux mont Scopus. C'est parti. On décoche alors la case « Éviter les territoires sous contrôle palestinien ». On soumet la même destination, soit la promenade Armon HaNativ. Et là, surprise, le temps s'est miraculeusement réduit, 18 minutes contre 26 au préalable. Engagé dans la descente vers le quartier de Silouan, on est alors au cœur de Jérusalem-Est, théâtre ces derniers mois de violents affrontements entre jeunes musulmans et forces de sécurité israéliennes. On refait le test pour savoir si Waze nous permettrait de faire marche arrière. Le test est sans appel, pas de chemin israélien. Un état de fait que conteste Nir Barkat, le maire de Jérusalem, via ce communiqué. La définition par Waze de certaines zones à Jérusalem comme faisant partie de l'autorité palestinienne n'a aucun fondement et n'est pas recevable. Je demande à la direction de Waze de ne pas transformer une application technologique en un outil politique. Son conseiller municipal, Aryeh King, va plus loin. Tant qu'ils ne règlent pas ce problème, je pense qu'il n'y a aucune raison d'utiliser l'application. Le jour où ils écouteront ce que le maire de Jérusalem et la police leur dit, alors nous pourrons de nouveau l'utiliser. En attendant, force est de constater que la direction de l'application n'est pas revenue sur la division de facto de Jérusalem. Officiellement, ce changement est dû à des raisons de sécurité, mais difficile de confirmer, Waze n'a pas souhaité nous répondre.
d'autant qu'il est presque impossible de savoir à quel moment nous avons traversé cette frontière technologique pour se retrouver dans les rues de Ras Al Hamoud, Silwan et Jabal Moukaber. Nous sommes donc arrivés sur cette promenade d'Armon à Natsiv. 10 minutes séparent les routes sous contrôle israélien des routes sous contrôle palestinien selon Waze. De quoi être désemparé ou en l'occurrence être dérouté. Mathias, est-ce qu'on peut accuser Waze d'avoir voulu diviser Jérusalem ? Écoutez, je ne sais pas à quel moment ou s'ils ont regardé le reportage. En tout cas, la direction de Waze m'a envoyé un message ce matin à 6h du matin. Et je vous le lis, tout simplement, nous sommes en relation avec la police israélienne et les autorités sécuritaires israéliennes pour essayer de comprendre où est le problème. Concrètement, le problème, je l'ai montré, c'est que au-delà du fait de vouloir mettre en avant le côté sécuritaire, c'est-à-dire nous protégeons les automobilistes, eh bien, si on est engagé dans ces quartiers est de Jérusalem, que ce soit Jabal Moukaber, que ce soit Abu Tor ou le Silwan, lorsqu'on veut faire marche arrière, on n'y arrive pas. Donc il y a un faux argument. Est-ce qu'il y a une réelle volonté de diviser politiquement Jérusalem et de faire en sorte de diviser Jérusalem? C'est la grande question, parce que Waze a aussi mis les pieds dans le plat et en Ukraine pour séparer l'Ossétie du Sud. Par exemple, les automobilistes se sont plaints du fait qu'ils ne pouvaient plus, lorsqu'ils étaient par exemple en Ukraine, se rendre en Ossétie du Sud parce que ce n'était plus le territoire ukrainien. La même chose en Arizona. Bref, Waze a pas mal de travail, en tout cas concernant la géopolitique de la région. Alors justement, vous parliez de cet argument sécuritaire où Waze explique qu'il veut protéger ses citoyens israéliens en évitant qu'ils ne se rendent dans les quartiers palestiniens de Jérusalem. C'est un mauvais argument ? Mais c'est un mauvais argument, tout simplement parce que si demain, vous savez, Israël est un petit pays. Donc, par exemple, à une demi-heure de Jérusalem, on est à Ramallah. Si on se rend, par exemple, on est sur la route 443 en direction de Modine. Je l'ai fait hier. J'ai voulu aller en direction d'Anatot, Anatot et Ramallah. Eh bien, tout simplement, lorsqu'on décoche la case « se protéger des territoires sous contrôle palestinien », c'est-à-dire qu'on peut rouler de partout en Israël et dans les territoires sous contrôle palestinien, eh bien, on ne peut plus faire marche arrière lorsqu'on est, par exemple, de Anatot vers ce point de passage de Calandia. En gros, concrètement, protéger les automobilistes, c'est bien. Les contre-diriger, c'est pire, parce qu'à partir du moment où on est perdu, on ne sait plus où aller. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à des conséquences politiques pour l'application Waze? On a entendu ce responsable de la mairie appeler, même pas à demi-mot, au boycott de l'application tant que ce problème ne sera pas résolu. Est-ce que ce mouvement de boycott pourrait être suivi? Pour l'instant, le scandale est purement politique, parce que ce sont les politiques qui ont pris à bras-le-corps ce problème. Ça n'est pas civil. On entend très peu d'Israéliens qui s'en plaignent. Reste à savoir si la sauce va monter, et notamment les automobilistes. Ça concerne principalement Jérusalem, mais ça pourrait concerner par exemple demain, si Waze estime que la région du Golan, que la communauté internationale estime comme territoire occupé par Israël et annexé depuis 1967 et 1973, eh bien demain, par exemple, je ne pourrais plus me rendre à Quneitra. Il faudrait que je fasse complètement le tour. Comprenez bien le problème, c'est qu'à une distance de vol d'oiseau de 2,6 km, on a 10 minutes de différence entre les deux destinations. Imaginez, à Jérusalem, imaginez sur une zone aussi grande, aussi large que le Golan, par exemple. Et il faut rappeler, pour finir, Mathias, que Waze est absolument populaire, on va dire incontournable en Israël pour tous les automobilistes. Ah ben c'est vraiment la marque, l'exemple de la Startup Nation, des étudiants qui créent un outil d'application, qui le vendent, qui sont devenus riches. Et donc, c'est vraiment l'exemple, c'est le chat qui se mord la queue. Et surtout, pour vous donner un exemple, j'étais à Paris dernièrement et un Parisien me disait « J'ai la dernière application, je vais te la montrer, elle est nouvelle, elle s'appelle Waze ». C'est ça. Pour vous dire vraiment la différence entre... L'application commence à s'expatrier. Vous utilisez Waze au volant? Évidemment, voilà. tout le temps. Tout le temps, enfin, c'est le cas pour tous les Moi, j'ai Israéliens. décidé, et ça n'a rien à voir, et je préfère désormais Google Maps, ça n'a rien à voir avec Waze, c'est tout simplement parce que j'aime bien qu'on me parle dans toutes les langues, tout simplement. Merci beaucoup, Mathias. Avec plaisir. Cette histoire, à présent. Un Égyptien vient de finir ses études à l'université de Tel Aviv. Il a beaucoup apprécié son séjour en Israël. Il l'a fait savoir, mais c'est attiré les foudres de ses compatriotes. Cyril, de quoi s'agit-il? Alors on ne dira jamais assez à quel point les relations entre Israël et Égypte sont passionnelles, même si les deux pays ont signé depuis plus de 35 ans un accord de paix, les accords de Camp David, qui étaient censés en tout cas normaliser les relations. Eh bien la paix des cœurs, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. On sait que régulièrement
régulièrement des affaires d'effrayer la chronique. Souvenez-vous, Barbara, on a parlé sur ce plateau de Magued Farag, cet historien égyptien qui avait suscité la colère de ses compatriotes après s'être rendu en Israël et s'être prononcé depuis Israël sur son compte Facebook pour la normalisation avec l'État hébreu. On se souvient également de cette exposition de photos au Caire consacrée aux grandes femmes de ce monde et de laquelle avait été retiré ce portrait, celui de Golda Meir, par les organisateurs de cette exposition. Et puis la nouvelle affaire, c'est ce discours remarquable, c'est pour certains, remarqué pour d'autres, celui de Haïssam Hassanem, c'est un étudiant égyptien, vous l'avez dit, qui est venu suivre à Tel Aviv un master international d'études moyen-orientales. Alors il a fini major de sa promotion, il s'est distingué, et puis à la surprise générale de l'audience, lors de la cérémonie de remise des diplômes, eh bien, il prononce ce discours dithyrambique à l'égard d'Israël, un discours dans lequel il parle avec une grande franchise des stéréotypes anti-israéliens dans lesquels il a grandi, des pressions qu'il a subies pour parvenir étudier en Israël, et puis de sa décision, malgré tout, d'aller contre vents et marées et de venir donc étudier au sein de l'université de Tel Aviv. On écoute un extrait. Si vous pensez que vous avez entendu 1 million de raisons de ne pas venir en Israël, j'en ai entendu 1,5 million. Élevé en Égypte, le pays tout entier avait des opinions au sujet d'Israël et aucune n'était positive. Tout ce que nous savions, c'était que nous avions combattu des guerres sanglantes et qu'ils ne nous ressemblaient pas. Ma première exposition à Israël en Égypte s'est faite via la musique et la télévision. À la radio, on entendait parler des destructions dont Israël s'était rendu coupable. Dans les films, les Israéliens étaient dépeints comme des espions et des voleurs. Et en dépit de l'accord de paix de 1979 entre les deux pays, Israël, me disait-on, est notre éternel ennemi. Voilà, alors de l'Israël fantasmé à l'Israël réel, l'étudiant égyptien va ensuite raconter sa première rencontre, ses premiers pas, ses premiers jours à l'université et sa première rencontre avec la réalité israélienne. On écoute un nouvel extrait. À mon premier jour ici à l'université, je voyais des hommes en kippa, des femmes en foulard et hijab. Je voyais des soldats marchant paisiblement parmi des foules d'étudiants animés. J'ai appris qu'il y avait des gens de toutes sortes à l'université et que l'université réservait une place pour tous, juifs, musulmans, chrétiens, druzes, bédouins et même pour des étudiants étrangers. Alors la vidéo a été mise en ligne par l'université de Tel Aviv, elle a été pour ainsi dire virale puisqu'elle a eu à ce jour elle a plus de 150 000 vues. Alors c'est pas du goût de tout le monde puisque la tutosphère égyptienne s'est emballée sur les réseaux sociaux. Hassan Hassainem est accusé d'être un traître et le présentateur d'un célèbre talk show égyptienne parle lui aussi d'Israël mais dans des termes, vous allez voir, un peu différents de celui de Hassan Hassanem. On écoute. J'ai été choqué, troublé, secoué. Un Égyptien, étudiant, titulaire d'un passeport égyptien, qui part finir ses études dans une université israélienne. Il parle d'Israël, cette entité raciste. Je préfère ne pas comparer ce pays à un autre, car il n'y a pas de pays plus raciste qu'Israël. Et j'ai été surpris d'entendre ce qu'il disait sur cet État terroriste. Voilà, État terroriste pour les uns, État multiculturel pour les autres. Voilà, c'est une initiative quand même assez rare. Rares sont les étudiants égyptiens qui viennent étudier en Israël, mais tout de même, c'est assez rare pour être souligné. Voilà, des relations toujours conflictuelles malgré la paix entre les deux pays, on le rappelle quand même. Merci beaucoup Cyril. Allez, on va se quitter pour un nouveau point sur l'actu. Juste après, si vous êtes une femme et travaillez dans une entreprise où les hommes sont majoritaires, eh bien vous prenez des risques pour votre santé. La présence de trop d'hommes engendre du stress pour les femmes. C'est la conclusion d'une étude américaine. Je vous vois sourire, messieurs. On est deux sur le plateau voilà. et vous stressez, Barbara. Et toujours aux côtés des hommes. Allez, le détail après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Léonore Veil. Restez avec nous, ce sera dans 2 petites minutes. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On est mercredi, vous le savez, jour des sorties ciné de la semaine. Laetitia,
Mais c'est un mercredi particulier puisque c'est aussi aujourd'hui le jour d'ouverture de la Mostra de Venise. Tout à fait. Et pour ceux qui ne feront pas le voyage en gondole à Venise, aujourd'hui vous pourrez vous consoler en vous rendant dans les salles obscures pour voir le tout nouveau Testament, la comédie déjantée de Jaco van Dormael avec Benoît Poelvoorde qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et qui a le mérite de dérider les esprits les plus fervents. Bande annonce. Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Loi 2218. La file d'un côté avance toujours plus vite. C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens. Tu les connais même pas et tu t'amuses à leur faire du mal. Et t'es mon héros. N'importe qui ferait mieux que toi. C'est interdit d'aller dans le fond. C'est exactement à ce moment-là que je me suis décidée à faire quelque chose. Tu sais ce qu'elle a fait, ta fille? Elle a balancé les dates de décès! Il est encore impossible de savoir s'il s'agit d'un canular ou si ces fameuses dates de décès se confirment. Merde, je vais la chercher. Mais je peux te dire que cette fois, elle va dérouiller. Je cherche une petite fille avec des cheveux noirs un peu agités. Qu'allons-nous faire du reste de notre vie est la question la plus fréquente sur les réseaux sociaux. 62 ans à vivre, 62, test. Il dit qu'il vous aime bien. C'est la première fois qu'il m'arrive quelque chose d'aussi beau. Qui, lui? Dieu. Je l'imaginais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. J'ai jamais dit ça. Pardon? J'ai jamais dit ça. Mais l'autre, là, il est parti en sucette. Hein. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est se faire clouer sur un cintre comme une chouette. Il a des pouvoirs, ton père, comme un super-héros. Ne m'oblige pas à venir te rejoindre! Mets-toi à l'aise, tu veux boire quelque chose? Je sais pas qui je suis! Je sais pas qui je suis! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, tu es déjà rentré? Salut, c'est encore Kevin! Voilà, le tout nouveau Testament, version revisitée du Testament avec un Benoît Poelvoorde en pleine forme. C'est quand même assez étonnant et plutôt nouveau au cinéma de voir un dieu maléfique finalement. Et belge. Et belge, c'est ça le pire. Non, on peut rappeler que vous êtes belge, Barbara. Non, en vérité, connaître la date de sa mort redonne à chacun des protagonistes le goût à la vie. C'est un film qui est plein de poésie. C'est extrêmement drôle. Ça avait d'ailleurs créé l'hilarité auprès des spectateurs à Cannes. Jaco van Dormael, donc qui est belge lui-même, et celui qui était derrière le chef-d'œuvre Le 8e jour en 95 et Mr Nobody en 2009. Donc avec Le 8e jour, il nous ouvrait les yeux sur une nouvelle facette du handicap. Et là, eh bien, il nous prouve bien qu'on peut rire de tout avec tout le monde et ça sans choquer. Voilà pour ce beau film, hein, c'est votre conseil du jour. Direction Venise, là pour le coup, le film d'ouverture ce soir risque de nous offrir une belle présence hollywoodienne. D'ailleurs pas que le film d'ouverture, c'est ce festival dans sa globalité qui va nous offrir de merveilleux tapis rouges qu'on viendra commenter bien évidemment ici dès demain. Alors ce soir c'est le vertigineux film Everest qui est présenté en film d'ouverture de Balthazar Kormákur. C'est le festival le plus vieux du monde, hein, Venise, qui va donc ouvrir ses portes. Et c'est donc Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Sam Worthington, Robin Wright, on enlève le Penn, et Keira Knightley qui vont fouler le tapis rouge ce soir. Ils jouent donc tous dans cette aventure glaçante qui a été tournée principalement au Népal et qui s'inspire du récit du journaliste américain John Krakauer. Ça relate une authentique et tragique expédition en 96. Ça fait écho aussi à la terrible tragédie qui s'est déroulée au Népal il n'y a pas si longtemps. Regardez les images. Bonjour, ça va? Je m'appelle Beck. Doug Hansen. Tu fais quoi quand tu grimpes pas, Doug? Je distribue le courrier. Le premier facteur sur l'Everest? J'espère. Ça me plaît. Je sais que vous êtes tous des alpinistes aguerris, sinon vous seriez pas ici. Mais l'Everest, c'est l'endroit le plus dangereux sur Terre. Comment est la météo? Très bonne. J'aimerais être avec toi. On grimpera ensemble la prochaine fois, tous les trois. Et ta femme? Oh, elle va très bien depuis qu'on a divorcé. Eh bonjour tout le monde!
Tiens, voilà le maire du camp de base. Assieds-toi, acclimate-toi. Les êtres humains ne sont pas conçus pour fonctionner à l'altitude de croisière d'un 747. Nos corps vont littéralement mourir. Le jeu consiste donc à vous conduire au sommet et à vous ramener en bas avant que ça se produise. Stabilise-toi! Là, je souffre. Dans quelques jours, et pour toute ta vie, tu seras le type qui est arrivé au sommet de l'Everest. Bravo, camp de base. Rob, où es-tu? Au sommet de l'Everest, Hélène. Rob, réponds. Il y a des nuages qui montent de la vallée. Beaucoup de nuages. Oh non. On a du monde bloqué là-haut. Et la tempête s'aggrave. On a un problème. On n'a plus d'oxygène, Doug. Continue. Non, je t'abandonnerai pas. Allez. Je veux pas mourir. Rob, tu m'entends? Il faut que tu bouges vite. Si quelqu'un peut y arriver, c'est toi. Voilà, ça vous plaît, Betsavé? J'adore. Donc voilà pour la Mostra, on en reparle tout au long de ces prochains jours avec vous, Laetitia, avec grand plaisir. On a 10 jours pour en parler. On a 10 jours pour en parler. Je suis contente d'être entourée de femmes pour parler du sujet qui va suivre. Ça vous concerne. C'est bon pour ma santé d'être entourée de femmes. Voilà, et ça vous concerne aussi peut-être si vous êtes une femme et si vous travaillez beaucoup avec des hommes. Critiques, sentiments d'isolation, pression, voire harcèlement sexuel. Parfois, les femmes qui travaillent avec trop d'hommes, avec une majorité d'hommes, sont plus stressées et en moins bonne santé. C'est scientifique, c'est très sérieux, c'est ce qu'affirme une étude qui vient de paraître. Exactement, une étude menée par l'université de l'Indiana, donc aux États-Unis, qui a été présentée lors du 110e meeting annuel de l'association sociologique américaine. Selon les chercheurs américains, eh bien, travailler dans un milieu majoritairement masculin serait extrêmement néfaste pour notre santé, mesdames. Barbara, heureusement que vous êtes là, Laetitia aussi. Alors, de façon indirecte, que se passe-t-il? Les pressions, les différentes pressions, le harcèlement, les différences de salaire, d'inégalité entraînent un stress chronique qui s'installe lui-même, favorisant certaines maladies, problèmes de foie, insomnie, dépression, ce qui augmente accessoirement le risque de mortalité. Rien de très sexy là-dedans. Alors les secteurs plus concernés que d'autres apparemment, notamment dans les domaines de la construction, de l'ingénierie, de la peinture et du jardinage. Bien sûr, on s'imagine que dans les entreprises, le sexisme rampe pas mal non plus. Voilà, beaucoup de choses peut-être encore à travailler sur les rapports hommes-femmes de manière générale. Alors, on cause une certaine hormone. Exactement, le cortisol, ça s'appelle une hormone qui varie en fonction du stress et qui se retrouve en quantité beaucoup plus importante chez les femmes qui travaillent dans les entreprises où elles sont minoritaires. Alors, on note que pour s'assurer de la fiabilité de ces résultats, j'en vois qui grognent et qui font des critiques, eh bien les chercheurs se sont uniquement intéressés aux facteurs professionnels. Ils ont isolé les éléments personnels, eux aussi source de stress. J'aime bien les images d'illustration avec le métro parisien. C'est stressant. C'est sûr que c'est terrible. Nous, quand on voit ce qu'on a derrière... C'est vrai, c'est moins stressant. Alors, une influence néfaste sur la santé qui n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au harcèlement. Exactement, pas besoin d'aller jusqu'au harcèlement, tout à fait. Les auteurs d'une autre étude tout aussi récente publiée dans la revue The Psychology of Women Quarterly affirment en effet que les commentaires malveillants, un climat discriminatoire au bureau sont aussi dangereux que le harcèlement ou la coercion sexuelle, et d'alerter, les entreprises devraient avoir une tolérance zéro face à ce sexisme ordinaire, comme elles le font avec le harcèlement. Alors, le sexisme ordinaire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous n'allez pas faire genre, vous ne connaissez pas, Barbara. Mais on va quand même une définition. Expliquer à ceux qui ont... exactement. Le problème est bien réel. En France, à en croire le rapport du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle de mars 2015, eh bien 80% des femmes salariées se déclarent régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes. Alors, on va être un petit peu plus concret. Ouais. Écoutez, par exemple, Marisol Touraine, qui est ministre française de la Santé et accessoirement des droits des femmes, qui nous donne quelques exemples. On les appelle systématiquement par leur prénom ou on leur dit « ma petite » quand ça n'est pas « ma chérie ».
Alors vous avez exactement. Alors vous avez du mal à visualiser. Un homme à présent nous donne son exemple à lui. C'est Plantu. Alors cette dame explique toutes ses compétences. J'ai un BTS secrétariat de direction, etc., etc. Parfait. Allez me préparer un café. Voici l'image de l'homme. Hein. Exactement. On est en 2015, mais ça existe. Ça existe encore. Alors, un petit jeu pour détendre l'atmosphère. Imagine à présent que les hommes soient des femmes et que les femmes soient des hommes, interprété par Florence Foresti. Christian, vous m'apportez un café, vous êtes gentil. Bien. Installez-vous, jeune homme. Excusez-moi, je vous ai fait attendre. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, vous venez pour le poste de... standardiste? Oui, notre ancien collègue est en congé maternité. Vous êtes marié, peut-être? Non? Vous n'êtes pas marié du tout? C'est bizarre. Non, je dis, c'est bizarre, un bonhomme comme vous. Non, on en rigole. Ouais, on rigole, ça nous est arrivé à toutes. Ouais. Merci beaucoup, Betsabe. Direction la Libye. Pour finir, on va écouter un peu de musique. Daniel Campos et David Yakin ont rencontré les héritiers d'une tradition musicale quasi disparue. Regardez et écoutez. Voici des images d'une vie aujourd'hui disparue. Une communauté à l'histoire riche et remontant au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Une communauté qui autrefois comptait 40 000 juifs répartis sur les villes de Tripoli, Benghazi, Baïda et Misrata. Une vie relativement pacifique et prospère qui s'est brutalement achevée avec les fracas de l'histoire. Les dernières années du colonialisme mussolinien, l'occupation nazie de la Libye pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis viennent les pogroms à l'encontre des Juifs après la création de l'État d'Israël en 1948, la guerre des séjours de 1967 et finalement l'avènement au pouvoir de Kadhafi en 1969. La plupart des Juifs libyens se sont installés en Israël et parmi eux, la famille du musicien Yaniv Rabba débarquée en 1951. En 2010, cet Israélien fonde le groupe Halouvim, les Libyens, et se donne pour mission de préserver et de partager avec le reste du monde l'essence de la musique sacrée de Libye. Une musique pas totalement disparue. Vous pouvez toujours la trouver, principalement dans les synagogues. Pour moi, ce n'était pas difficile, je connaissais ces chansons. J'ai été éduqué avec ces chants liturgiques et avec cette culture. En tant qu'enfant et adolescent, j'ai grandi dans une famille religieuse et mon père était chantre à la synagogue. Pour étudier les racines de la musique libyenne, Yaniv Rabba ne pouvait passer outre l'histoire de la région. Il est difficile de parler de musique libyenne. La Libye a été influencée par tout un tas de styles. Géographiquement, elle partage une frontière avec l'Égypte dans le Sahara. Il y a aussi une frontière avec le Soudan et vous pouvez sentir de nombreuses influences africaines dans cette musique. Les Turcs aussi y étaient présents pendant près de 500 ans. Et c'est précisément cette diversité qui a inspiré la musique des Halouvim. Chaque chanson est différente. Au niveau du rythme, dans les premières chansons de l'album, les Avi Khoneni, on ressent le beat et le groove africain. Mais ensuite, dans la chanson Yigdal, vous pouvez entendre les harmonies occidentales et retrouver l'Italie. Et dans Ata Khatani, une chanson de mariage, on retrouve la Turquie. Donc c'est un mélange de cultures. Yaniv Rabba n'est pas tout seul derrière ce projet. Son partenaire musical, le bassiste Yankale Segal, a travaillé sur les arrangements musicaux. Quant à Pedazour Benatia, le directeur du centre culturel juif libyen Or Shalom de Batiam, il a été très actif dans le travail de recherche. Le centre Or Shalom possède de nombreuses archives et ils font un travail extraordinaire de préservation de la tradition libyenne. Ils possèdent des enregistrements de chants liturgiques et d'histoires personnelles de Libyens. Ils enregistrent les histoires et les chansons des Libyens habitant en Israël. Ils éditent même un journal mensuel s'adressant aux Juifs libyens. Il s'agit de textes très anciens. Le but est de les protéger et de les restaurer. Ce sont des textes qui ont été oubliés dans les tiroirs et nous, on les a ressortis. Notre rôle est de les dépoussiérer et de les exposer à nouveau, mais sans rien y changer. Des arrangements musicaux qui rencontrent un grand succès, permettant aux Halouvim de les interpréter sur les scènes de nombreux festivals locaux et internationaux.
Nous sommes ouverts à tous et vous pouvez nous trouver sur la scène d'un festival de musique du monde new-yorkais, aussi bien que dans une synagogue orthodoxe de Philadelphie ou qu'en Israël dans divers festivals, ou même tout simplement devant la communauté libyenne comme à Bat Yam. Si les Haloufim ont réussi à préserver le patrimoine juif libyen, il leur reste un rêve à réaliser. Après avoir travaillé sur un projet comme celui-ci, on voudrait faire notre premier concert en Libye pour vraiment comprendre d'où vient cette musique et cette culture. Inch'Allah, j'espère qu'un jour on pourra jouer là-bas. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci les filles, on se retrouve demain. Merci à vous d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée tout de suite. Un nouveau point complet sur l'actu. À demain, portez-vous bien.